Ouais, coucou ChatGPT, est-ce que, s'il te plaît, tu voudrais bien me faire une introduction parce qu'on reçoit aujourd'hui Mathieu Cortel dans Lundi Soir pour son livre là dont je viens de t'envoyer le PDF. Donc est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais faire une introduction un petit peu drôle, un petit peu fine, assez intelligente, qui intègre des éléments du livre et qui soit en même temps problématique et qui permette qu'ensuite on puisse poursuivre la discussion agréablement. Bien sûr. Voici une proposition d'introduction qui, je l'espère, correspondra à l'ambiance de Lundi Soir, tout en étant à la fois drôle et percutante. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Soir. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Cortel, philosophe et auteur de Ni Dieu, ni IA. Un titre qui nous plonge immédiatement dans l'atmosphère. Ni l'une, ni l'autre. La technologie n'est pas un messie, et Dieu n'a pas encore quitté son trône. Même si, parfois, on se demande si l'IA n'est pas en train de se faire un petit coin à côté de lui, avec des promesses de bien-être, d'efficacité et de fin du mystère. Dans ce livre, Mathieu nous invite à réfléchir à cette croyance moderne, à cette sorte de messianisme numérique où l'intelligence artificielle devient le grand sauveur de nos vies bien bousculées. Mais attention, tout n'est pas si simple. En effet, derrière ce rêve technologique se cache un imaginaire politique et économique très bien huilé. Alors, ni Dieu ni IA, mais si l'IA c'était un mirage qu'on nous vend. Et si finalement c'était plus le capitalisme qu'il faudrait critiquer que l'outil lui-même. Je pense qu'avec cette introduction, vous pouvez introduire la discussion de manière légère, tout en mettant en lumière des enjeux sérieux du livre. Vous pouvez ensuite approfondir les thèmes abordés en fonction des réponses de Mathieu. Super, merci. Bah, on va commencer dans ce cas. Oui, j'ai l'impression que l'IA est presque aussi paresseuse que nous, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'est limité au titre. Oui, alors qu'on lui a donné tout à manger quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, là, il nous a fait une exégèse du titre et bon, au moins, il a mis le point sur l'idée qu'il fallait déconstruire les dogmes et en finir peut-être avec la déification, la transcendance de l'IA, ce qui est quand même un de mes objectifs en tout cas. Mais sans doute... si on l'entraînait un petit peu, qu'on lui donnait quelques prompts et tout, il nous sortirait une lecture plus fine et ça... Du coup, il a quand même compris effectivement qu'il allait falloir jouer... Alors peut-être, je sais pas s'il y a ce terme d'illusion, mais on y reviendra un petit peu aussi sur effectivement ce qu'on prête comme transcendance ou comme idolâtrie à ces IA. Je sais pas si... Moi, je pensais quand même commencer peut-être aussi un peu par reposer des éléments de définition pour qu'on parle un peu des mêmes choses pendant cette heure qu'on va passer avec toi. Et peut-être, passage obligé, de redéfinir un peu les IA, je crois que tu l'emploies au pluriel, pour s'assurer qu'on parle de la même chose. Oui, tout à fait. Alors, en général, il y a cette idée que l'IA, ça serait en fait des algorithmes qui simuleraient des fonctions cognitives, en fait, tout simplement. Moi, je voudrais étendre un petit peu au-delà, en tout cas, c'est ce que je fais dans le livre, c'est de considérer, en fait, que tout simplement, ce sont des modèles mathématiques, mais avec qui on a un lien très particulier. C'est-à-dire que c'est pas comme des équations différentielles qu'on regarderait sur un tableau. Là, en fait, il y a un lien anthropologique, anthropotechnique, qui se noue avec le modèle mathématique. Ce qui est pas rien, et ce qui signifie en fait qu'il n'est pas juste d'ordre, en tout cas pour l'interaction, d'ordre mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un déplacement qui s'est fait, un déplacement qui fait qu'on passe, je dirais, d'une relation par pur analogisme entre les maths et le langage, à des liens plus intimes avec les êtres humains. Et justement, par exemple, je retrace dans le premier chapitre, si je me rappelle bien, l'histoire de l'IA en montrant justement ce déplacement. C'est-à-dire qu'en fait... Quand tu parles juste de pur analogisme entre maths et langage, est-ce que tu peux peut-être préciser... Oui, justement, c'est ça, ouais. Tout simplement, c'est-à-dire que ça commence comment cette histoire? C'est Alan Turing, c'est Alan Turing qui se dit, alors on peut constituer une machine qui serait capable de résoudre toutes les fonctions récursives, donc on pourrait avoir en gros une codification de toutes les mathématiques, donc c'est la théorie de la calculabilité. Et ça, c'est le premier Alan Turing, ça c'est la première machine universelle qui est purement logico-formelle mathématique. Là où il y a un transfert, une analogie qui se fait, c'est quand il se dit, si on peut coder toutes les fonctions mathématiques, on peut aussi coder toutes les fonctions langagières.
analogisme entre les deux dimensions. Et là, ce moment-là est crucial en fait dans la constitution en fait culturelle de l'IA et dans sa définition même. C'est-à-dire qu'on passe à quelque chose d'autre. Et d'où l'idée de Turing, c'est de faire un test qui va encore au-delà de cette analogie, où on nourrit un lien anthropologique avec l'IA par imitation du comportement, par simulation de la pensée. C'est-à-dire, bien sûr, il le dit, hein, si on voit la machine, on ne va pas s'illusionner longtemps, donc il faut créer une interface où on ne peut pas distinguer si c'est un humain ou une machine derrière, donc c'est l'idée du test. Et en gros, par la simulation du langage, du comportement dans le langage, du comportement langagier, parce que c'est vraiment un dispositif comportementaliste qui met en place, c'est une expérimentation de cet ordre-là, eh bien en fait, le lien peut nous amener à créer une continuité psychologique avec l'IA. Et c'est là où, en fin de compte, on tombe dans une relation autre, un agencement avec la machine qui n'est pas celui d'un agencement d'un humain qui est en train d'utiliser un modèle mathématique. Il y a quelque chose d'autre. Qui repose sur l'illusion, quoi. Il faut qu'il y ait une illusion. Il faut qu'il y ait une illusion. Comme l'automate, comme des vieux thèmes en plus de double qu'on retrouve dès le 19e siècle, quoi. Ces idées qu'on tombe amoureux d'un double automate. Enfin, on est surtout dans cette continuité-là. C'est en tout cas l'idée de Turing, ça consiste à justement créer un agencement où, d'une certaine manière, le lien, la continuité psychologique dépasse la discontinuité physique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne voit plus la différence matérielle, le lien est tellement intime, et ça touche à l'intimité de l'individu, qu'on est passé à autre chose, à un nouvel agencement. Et ça, c'est une des modalités d'agencement qu'on voit à l'œuvre et qui nous amène à cette culture de l'IA, en fait. C'est ce que dit Turing dans son texte. Il dit, en gros, dans les années 50, vous allez me prendre pour un fou, mais attendez la fin du siècle et vous verrez, tout le monde sera d'accord pour parler de machines pensantes. Bon, sa prédiction était plus ou moins juste. Et en réalité, on est aujourd'hui de plus en plus happé dans ces relations intimes avec les machines, avec les objets techniques, enfin, avec ces modèles mathématiques qu'on appelle intelligence artificielle, qu'on arrive même à un lien qui n'est plus simplement par discontinuité physique et continuité psychologique, mais avec aujourd'hui ces nouveaux outils qui ont une captation, je dirais, physique dans le monde, c'est-à-dire ces réseaux de neurones qui voient, qui sont appelés à percevoir, à établir des liens avec les objets connectés, etc. On arrive à autre chose que j'appelle le totémisme connexionniste, où là on crée non seulement un lien psychologique, mais un lien physique aussi avec l'IA. Et c'est un petit peu l'aboutissement de ce processus historique et qui nous amène à nous demander, en fin de compte, si on n'a pas constitué un nouvel écosystème anthropotechnique actuel dans lequel on évolue et où on est quelque part entré dans une forme de nouveau laboratoire de la pensée humaine en lien avec ces modèles mathématiques qui nous parlent, qui nous font ressentir des choses, sur lesquels on projette des affects et qui pourtant, à l'intérieur, n'éprouvent rien, ne voient rien, ne sentent rien. Mais qui, dans cette interaction, dans ce lien, vont créer des relations. C'est ça, parce qu'on va redéfinir aussi ce que c'est en soi, parce que justement, tu défais cette illusion en revenant sur les caractéristiques intrinsèques, mais puisque tu as donné ces mots, tu utilises les catégories d'Escola, d'animisme, totémisme, naturalisme, pour essayer, donc ça c'est une vraie culture de l'IA, en fait, des cultures de l'IA que tu pointes, et est-ce que... il me semble que ceux qui reviennent le plus souvent, c'est animisme et totémisme. Est-ce que justement tu pourrais peut-être dire quelle différence tu appliques dans ce cadre-là à ces deux catégories pour dire notre relation, notre agencement effectivement anthropotechnique. Tout simplement, ce que me semble intéressant dans ces deux catégories-là, c'est l'effet de transcendance, en fait. Et c'est là où on a une vraie déification, en fait, de la machine, qui fait partie de cette culture, en fait, qui historiquement s'est développée, d'une part, avec, je dirais, les IA symboliques, les premiers types d'intelligence artificielle qui, pour le coup, étaient dans la lignée de ce qu'Alan Turing avait développé, quoi. Et d'autre part, ces réseaux de neurones qui, là pour le coup, sont la dimension totémiste, dans le sens où ça émerge concrètement plus récemment. Par exemple, l'élément de rupture avec l'entrée en physique de ces modèles d'IA, c'est en gros début des années 90, quelque chose comme ça, où vous avez les réseaux de neurones convolutifs qui servent par exemple à l'identification des chèques pour la poste américaine. Donc là, il y a vraiment une entrée dans le monde physique.
C'est-à-dire que les liens vont plus simplement être langagiers, communicatifs, intersubjectifs, mais qu'il y a une entrée dans le monde physique. Et de plus en plus, il y a une entrée dans le monde physique, parce que si on regarde, par exemple, les vidéosurveillance algorithmique, etc., ça fait partie de notre monde physique. Il y a un lien qui va générer après des décisions, des actions sur le monde réel, mais qui pourtant... si on regarde bien comment fonctionnent ces outils, et c'est là en fait le geste que je fais, c'est de retourner en fin de compte à la logique pragmatique, à voir comment elles sont constituées, quel est leur rapport en fait algorithmique aux objets qu'on leur donne à analyser. Et on voit bien que bien sûr elles sont en dehors du monde, elles sont simplement programmées pour faire des tâches d'organisation, de hiérarchisation, de déplacement de données, de symboles qui n'ont pas de sens en soi, qui sont insignifiants. Et en réalité, on leur prête des qualités qui, d'une certaine manière, vont générer des espaces de non-sens dans les prises de décision et les actions qui vont être mises en place en lien avec les humains. Et je suis plutôt pour un retour à des choses plus pragmatiques, c'est-à-dire à comprendre que, bien sûr, c'est des systèmes d'information physique qui fondent ces objets-là, et c'est une analogie entre les formes mathématiques et les formes linguistiques qui nous amènent à produire du texte, par exemple. Mais justement, j'essaie vraiment de montrer que les illusions animistes et totémistes de la culture IA nous poussent quelque part dans des zones de non-sens, dans des actions et des décisions absurdes qui ont des conséquences réelles et qui peuvent amener à des problématiques graves pour certaines. Qu'est-ce que tu entends par des actions de non-sens, par exemple ? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en gros, les IA peuvent nous amener dans une injonction contradictoire, c'est-à-dire que d'une certaine manière, une injonction contradictoire, c'est facile, hein, c'est soit spontané, soit toi-même. Alors, comment être toi-même si on s'oblige à l'être, etc. Et en fait, elles sont de plus en plus appelées à participer de nos décisions, de nos choix personnels, de nos actions, parce que en réalité, ça c'est un des projets par exemple de OpenAI, c'est d'avoir une IA qui va être de plus en plus particularisée, singularisée, avec le lien qui va se nouer avec l'utilisateur. Et on pense, par exemple, il y a des théories aujourd'hui d'amélioration morale de l'humain par l'IA. C'est-à-dire, on va lui demander, moi, je sais pas trop quoi faire là dans ma situation, j'ai des problèmes de couple, etc. Trouve-moi une solution à ça. Et donc, ça va dépendre du programme. Mais le fait est qu'il y a toujours un décalage entre le programme et le fait, le réel. Un bon exemple de ça, c'était les voitures autonomes. Il y avait les premiers modèles où on avait mis, par exemple, l'image, on avait des réseaux de neurones convolutifs très puissants pour reconnaître le piéton qui traverse, le cycliste sur son vélo. Manque de peau, il y a un type qui marchait à côté de son vélo et il s'est fait écraser. Pourquoi ? Parce que l'IA ne voit pas le monde. Et en fait, c'est un peu la même chose pour toutes les situations dans lesquelles on va les embarquer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on va leur demander d'aiguiller nos actions, nos décisions, etc. Sauf qu'elles sont indifférentes au monde, etc. S'il manque une donnée, s'il manque un élément, s'il manque en fin de compte des espaces de vide dans le programme, on va s'embarquer dans des choses qui peuvent nous amener à des actions absurdes, qui ne permettent pas d'être en adéquation avec le contexte, avec la situation, avec en fin de compte toutes les dimensions nécessaires pour faire quelque chose qui a du sens. En tout cas, c'est un des points que j'aborde, alors dans plusieurs configurations, parce que j'essaie de développer ça dans des situations comme dans les hôpitaux, dans les écoles, au niveau de la surveillance, au niveau du choix social, au niveau du vote. En fait, j'essaie de déplier un petit peu ces paradoxes dans lesquels on s'embarque dès lors qu'on délègue une part importante de nos décisions et de nos actions à l'IA. Non, je voulais juste pour rebondir sur le sens. Donc, tu as une conception non analytique du sens. Enfin, je veux dire, tu as une conception du sens qui n'est pas celle d'une pure correspondance langagière, quoi. Est-ce que l'écart il se trouve dans l'écart entre la conception du sens de l'IA et une conception du sens qui serait plus moins mathématique, quoi. Est-ce que ça se limite à cette espèce d'opposition entre une conception mathématique du sens et une conception, je sais pas, on pourrait dire
référentiel. Est-ce que ça recoupe juste l'opposition entre philo-analytique et philo-continental en gros? Justement, alors ça c'est peut-être une de mes spécificités, c'est que je joue pas sur cette distinction en fait. Pour moi, je mélange tout le temps les deux. Hein. J'ai des références analytiques et continentales parce que je pense qu'en fait c'est un dialogue à faire important. Moi, je trouve pas fascinant les expériences de pensée des analytiques qu'on ne fait pas en philo-continental. D'ailleurs, j'adore enseigner ça à mes étudiants. Ça introduit tout de suite, ça pose des problèmes et ça nous fait réfléchir. Mais pour revenir sur le sens, il y aurait plusieurs positions à avoir, c'est ou internaliste, on dit que c'est intérieur à la conscience, ou externaliste, c'est dans le monde, etc. Moi, si je dois me situer par rapport à ça, je dirais que je suis un petit peu plus externaliste, dans le sens où, mais plutôt, disons que le sens se constitue socialement, dans nos cultures et les interactions sociales, etc. Ce qui signifie qu'il faut avoir un rapport au monde, et un rapport à la connexion entre tous les cerveaux du monde, si je puis dire, pour avoir l'émergence d'un sens. C'est-à-dire culturellement constitué par l'interaction, l'échange et la production collective d'intelligence. C'est mon idée, c'est-à-dire qu'en fait c'est collectivement qu'on est intelligent. Et là où l'IA nous trompe et où là il y a un problème important, c'est que de plus en plus il y a une captation, c'est-à-dire un processus d'expropriation et d'exploitation de cette intelligence collective. C'est-à-dire qu'en réalité on a de plus en plus d'activités, je dirais, d'accumulation primitive de toutes les données de tout le monde, de toute forme d'action et d'interaction entre humains, pour justement faire en sorte que l'IA soit de plus en plus adéquate au monde. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle l'est par nature et que par l'algorithme a un lien sémantique direct avec le monde. Non, c'est parce qu'en fin de compte, il y a une manière de s'accaparer notre intelligence collective. Et c'est là où en fait se passe quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est arrivé dans un dispositif, je m'inscris dans la tradition du capitalisme cognitif à cet égard, dans un dispositif de captation permanente de nos activités cognitives pour justement faire en sorte que ça participe du sens. Néanmoins, à l'intérieur de la machine, il n'y a pas de sens. Que ça participe ou que le simulacre soit de plus en plus complet, une doublure, de plus en plus fidèle, quoi, finalement. C'est ça, c'est-à-dire que ça participe dans le sens où, voilà, ce que je développe, c'est l'idée que, d'un point de vue interne à la machine, ça change rien. Il n'y a pas de signification, mais l'effet de surface, la production des effets de surface, la production des contenus culturels par IA font sens. Et de mieux en mieux. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce lien-là qui va se nouer. Effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe. Et d'une certaine manière, c'est un dispositif qui est voué à s'étendre dans à peu près tous les types de productions culturelles, étant donné que, justement, c'est voué à s'accaparer toute l'intelligence collective. Et peut-être justement, avant de revenir, parce que finalement c'est la partie la plus développée et celle sur laquelle il y a plus d'éléments, à cette question de la manière dont ça s'étend culturellement, est-ce qu'on peut revenir, et c'est une autre façon, je pense, de saisir la définition du sens, à ce que ça n'est pas, c'est-à-dire le fonctionnement justement interne de ces machines et de ces programmes, et peut-être la différence que tu fais entre machine allopoïétique et autopoïétique, et pourquoi justement il y a une insignifiance. Alors tu proposes des petites, aussi des fables, enfin on peut revenir, je sais pas ce qui semble le plus pertinent pour donner vraiment à comprendre que cette analogie n'est pas raison, entre langage et mathématiques, et que c'est profondément insignifiant, c'est combinatoire. Oui, alors effectivement, je me base sur une distinction purement épistémologique et derrière anthropologique, c'est-à-dire qu'en fait, distinction des ordres de connaissances et sur distinction de mode de fonctionnement en fait entre justement les machines allopoïétiques et machines autopoïétiques. Ça, c'est une distinction qui est faite par Varela, qui justement considère que si on prend tout simplement le fonctionnement de certaines machines, on voit qu'elles sont produites par quelque chose d'autre et qu'elles produisent quelque chose différent d'elles-mêmes. Voilà. Et il y a d'autres machines qui sont autoproduites, qui s'autorégulent dans un environnement, etc., le vivant, quoi, en fait. Hein. Et nous-mêmes qui sommes justement dans le monde par une autorégulation, ce qu'on appelle l'homéostasie en médecine et en biologie. Bon, et si on prend ça au niveau de la culture, en fait, on voit bien quelque chose d'intéressant se produire, c'est que il y a une distinction entre les IA qui vont, par la combinatoire d'éléments générés par des règles de probabilité, des mathématiques, du logico-formel, produire des choses qui sont étrangères et différenciées par rapport à cette combinatoire. Il y a des effets de sens, des effets de surface, des images, des œuvres, des choses qui sont différents du programme lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie différence entre la combinatoire et l'effet de surface sur lequel on va pouvoir projeter une sémantique indéfinie. Voilà. Et c'est là où, justement, je pense que
on joue un peu aux apprentis sorciers avec les IA parce qu'on ne maîtrise pas les effets. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération de contenu dont on ne maîtrise plus les effets. En fait, on est entré dans un laboratoire avec l'IA, dans le sens où on comprend comment on peut paramétrer ces systèmes, et encore, vu la taille des paramètres, les IA LLM, Large Language Model, où on est sur billions de paramètres, c'est-à-dire 10 puissance 12 paramètres, plus personne ne peut vérifier exactement comment est produit le résultat. Bon, c'est une combinatoire mathématique de paramètres qui nous donne un effet de surface qui n'est pas, en fait, qui ne donne pas à voir la construction de la machine, qui ne donne pas à voir l'algorithme, mais qui donne à voir un objet culturel, une image, un texte, qui va prendre un sens qui est tout à fait étranger à la machine. Et c'est là où c'est intéressant, c'est, après bien sûr, le lien fait entre les données qu'on va collecter, etc., on va voir que effectivement tel effet marche mieux, etc., et on va réussir à aiguiller les IA par rapport à ça, mais néanmoins nous sommes les êtres qui produisons le sens dans ces interactions-là, c'est-à-dire que l'IA elle est indifférente au sens et au monde, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement dans une combinatoire insignifiante et elle est amorale, elle est indifférente au monde et aux êtres humains, c'est-à-dire que tout dépend en fin de compte des règles qu'on lui assigne. Ouais, c'est vraiment une continuité quand même du point de vue behavioriste, quoi. C'est-à-dire sur l'humain qui était une boîte noire avec un comportement visible, et finalement on continue à créer un être behavioriste, même si... Ce que moi je reprends, c'est la logique du sens de Gilles Deleuze, que je trouve fantastique comme texte, parce que il explique comment émerge le sens à partir du non-sens, et comment ça s'imbrique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est la circulation de la combinatoire des éléments qui n'ont pas de sens produisent des effets de sens. Alors, il reprend, lui, pour le coup, Lewis Carroll, etc., en montrant que le Jabberwocky, si on prend le poème de Lewis Carroll, en fait, n'a aucun sens, mais on comprend par la combinaison qu'il y a une action et on lui donne du sens. On peut donner du sens à un texte qui n'a aucun sens. Et ça, je trouve ça fascinant, parce que c'est un petit peu ce qui se produit là, c'est-à-dire que il y a une combinatoire qui va produire des effets de sens, alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de sens particulier. Et donc, c'est ce décalage, en fait, allopoétique qui, selon moi, produit des effets d'aliénation. Parce qu'en fait, ça amène à produire autre chose que soi-même. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans une espèce d'agencement machinique avec l'IA, nous-mêmes, en fait, on s'embarque dans des productions dont on est dépossédé d'une certaine manière, parce qu'en fin de compte, je sais pas moi, l'étudiant qui va produire un texte pour satisfaire aux exigences académiques avec cette manière de produire des dissertations en 3 parties, etc. Bon, en fait, quand il va utiliser, s'il utilise ChatGPT, il va produire un texte à partir de normes qu'il n'aura même pas acquises et qu'il n'aura même pas questionnées, et en fin de compte, si vous voulez, il va satisfaire la règle, dans le sens où il va pratiquer la règle sans vraiment la pratiquer, mais avec une espèce d'inconscience totale de la règle. Et c'est là où, en fait, tout c'est intéressant, c'est que quand on rentre dans ces agencements-là, j'ai l'impression que on satisfait des pratiques des règles, qu'on s'impose selon des exercices définis, et on perd quelque part la dimension de conscience de la règle, ce qui permet de l'interroger, de jouer avec, parce que c'est un peu ce qu'on fait en permanence, on n'est jamais en train de suivre parfaitement les règles, on joue avec en permanence. Bon, et ce jeu-là, en fait, s'amoindrit, on perd quelque chose qui amène à une forme d'aliénation, parce qu'en fin de compte, l'objectif de ce lien qu'on noue avec les IA, c'est quand même de produire massivement de la donnée, enfin devenir quelque part des vaches à données qui sont exploitées par un système d'accumulation, et en fait on arrive à être dépossédé d'une part non seulement de notre intimité, mais aussi d'une part de notre jeu avec les règles, d'une part d'intelligence vis-à-vis de ces procédés dans lesquels on s'embarque, quoi. Que ça soit des créations ou autres. Ouais, une remarque par rapport à l'exemple des règles académiques, c'est que j'ai l'impression que quand on discute entre nous de l'IA, il y a des disparités, hein. Il y a des gens qui pensent que l'IA n'aura pas de limite et parviendra à... voilà. Bon, il y a les gens qui pensent que l'IA est un peu stupide et que finalement elle fait des mauvais devoirs, etc. Bon, j'ai l'impression que les avis un peu de comptoir sur l'IA sont dispatchés un petit peu comme ça. J'ai l'impression que toi, dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est que tu ouvres le capot de l'IA, quoi, et tu dis, il
y a des limites évidentes quant au rapport au réel, en fait, et au chaos du monde et tout ça. Mais ce qui est marrant, je trouve, c'est que j'ai l'impression que les exemples qui viennent toujours, c'est les exemples scolaires. Et pourquoi? Parce que on se dit, bah évidemment, on utilise des calculettes, on utilise des correcteurs orthographiques, alors pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas l'IA pour... Et donc, bah, souvent, l'exemple qu'on donne, celui que tu viens de donner, bon bah oui, bah alors l'élève n'aura pas bien compris les consignes, mais en fait, si on prend un autre exemple, j'ai l'impression que ça, d'un seul coup, on voit un peu plus en profondeur, à mon avis, le problème que ça pose. Si on prend l'exemple de la musique. C'est-à-dire que, par exemple, si on apprend à faire de la guitare, le processus par lequel on apprend à faire de la guitare est tout aussi important que est-ce qu'à la fin on arrivera à faire un morceau de Jimi Hendrix. Et on voit bien que si on cliquait sur un bouton et qu'on arrivait à faire un morceau de Jimi Hendrix, d'un seul coup, ça aurait rigoureusement aucun intérêt. Et donc, on voit bien que dans la musique, le moyen et fin sont absolument confondus. En fait, on peut pas en tout cas, c'est plus du côté du moyen que de la fin. Et en plus de ça, si on étend cet exemple de la musique, on voit bien que socialement, ce qui est intéressant dans la musique, c'est quand même, en tout cas dans notre culture, dans à peu près toutes les cultures, c'est de la partager. C'est d'aller à un concert, c'est les situations de transe que ça produit, etc., etc. Et donc, d'un seul coup, j'ai l'impression que c'est ça qui, moi, en y réfléchissant, c'est ça qui nous fait voir dans quelle mesure est-ce que, en réalité, les IA sont pas juste des objets techniques, mais surtout, en fait, des modalités gouvernementales, et de gouvernementalité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle charrie en elle-même, c'est pas juste elle contrôle le monde, elle contrôle nos esprits et malins. C'est qu'en réalité, dans leur ordonnancement, dans leur calibrage, dans toutes les fonctions, en fait, elles sont efficaces. Le propre d'une IA, c'est qu'elle va faire plus vite que nous une tâche. Sauf et donc, s'il y a bien une propriété à la gouvernementalité, c'est l'efficacité, quoi. C'est le but de parvenir à la fin le plus directement possible, le plus facilement possible, avec des agents qui font le moins de perturbations, quoi. Et sauf qu'en fait, et c'est là, en fait, j'ai l'impression qu'on touche ce en quoi l'IA est un cauchemar, en fait. C'est que en réduisant absolument tous les moyens à des fins, en fait, d'un seul coup, ça fait disparaître le temps, ça aplatit l'existence, et même, par exemple, pour les histoires de est-ce qu'elle donne un bon conseil sur une vie sentimentale, un meilleur conseil qu'un ami, mais en fait, on veut avoir des amis qui donnent des mauvais conseils, on veut avoir, si on avait que des bons conseils, on serait incapable de s'orienter dans quoi que ce soit. Et donc, bref, juste pour dire que je trouve que l'exemple de la musique, il permet de déplier, en fait, avec plus d'amplitude, l'enfer de l'IA. Oui, non, mais je pense que c'est exactement ça. On dit la différence, parce que là, il y a quelque chose d'autopoïétique dans la musique, c'est-à-dire de l'exercice, en fait. En jouant, on se construit soi-même, et on construit la musique en jouant. Enfin, il y a une espèce de boucle de constitution qui fait qu'elle est particulièrement belle, cette production. C'est quand même que là, on n'engage pas simplement un objectif qui va être de production d'un contenu culturel, etc., ou d'une reproduction d'un solo de Jimi Hendrix. Ce qui compte, c'est plutôt le cheminement de jeu, le lien avec l'instrument, toute la capacité, justement, de se construire avec. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que dans le lien quand on va demander à des amis qui vont donner des mauvais conseils, on se construit avec. Il y a un lien de co-construction. Et là, en fait, ce qui est problématique, c'est que là, on arrive à des solutions toutes faites, etc. On se construit pas. En fait, on n'est pas en train par le collectif, par l'échange, par la production commune de sens. Là, pour le coup, en fait, tout est happé, tout est fait en sorte que ça serve à d'autres. C'est-à-dire que ce qui compte avec l'IA, c'est pas le conseil qui est donné, etc. En fin de compte, tout ça, c'est l'utilisateur qui va lui donner sa signification et sa valeur. Mais pourquoi ces objets ont un tel engouement au niveau économique, etc. C'est parce qu'il y a une captation qui est faite de quelque chose d'autre, qui n'est pas nous-mêmes, en fait, qui est de la production intensive de données, d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y a une vraie distinction entre des intelligences logico-formelles qu'on peut programmer. D'ailleurs, typiquement, le fait de reprendre note par note un élément et de l'intégrer et de faire une musique, ça peut être programmé de manière logique et formelle, mais de l'interpréter et de jouer avec subtilité, etc., il va falloir trouver l'informel qui permettra derrière d'être exproprié et exploité. Et c'est là où, en fait, on tombe dans un truc qui est malsain, c'est que il y a de plus en plus de captation de ces données informelles. Alors, il y a une spéculation d'ailleurs là-dessus, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, on va accumuler toutes les données informelles de toutes
toute l'humanité, et on va produire justement des machines conscientes, intelligentes, etc. Alors, peut-être qu'un jour on donnera cette signification à la machine, mais là ça veut dire qu'on serait vraiment tombé dans le piège total de l'illusion. Et d'ailleurs c'est peut-être les objectifs de ce qu'on appelle l'IA générale ou l'IA forte, etc. C'est d'arriver à cet accomplissement de l'illusion totale, parce qu'en fait quand on aura pompé toutes ces nuances, toutes ces données informelles, et qu'on les aura justement captées et implémentées dans une machine. Bon. Peut-être, c'est une idée, je pense qu'en fait, il y a toujours un décalage par rapport à ça, et que comme le sens et la production de signification de nos existences est en perpétuel devenir, en fin de compte, je m'inquiète pas du fait que ça y échappera, quoi qu'il arrive. Néanmoins, ça a un impact d'aliénation, ça a un impact quand même sur les décisions, les actions, etc., dès lors qu'on se réduit à suivre les IA et à les prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Et c'est là où il y a un vrai danger. Et sur l'expérience, parce qu'il y a deux choses que ça aplanit, enfin c'est évident, mais c'est d'une part l'expérience, effectivement, d'apprendre à jouer, d'apprendre à faire un poème aussi, parce qu'on disait, bah voilà, un travail universitaire, on peut se dire que c'est pour l'évaluation, mais bon, je vois là un concours de poèmes absolument facultatif où quand même on reçoit, et apparemment il y a plein de concours de littérature qui ont arrêté pour ces raisons-là, voilà, 21 poèmes sur 26 absolument créés par une IA de A à Z. Du coup, on peut se dire seulement quel est l'intérêt quand il n'y a même pas de prix derrière, et surtout jusqu'où va l'illusion de croire qu'on a produit quelque chose. Moi j'ai eu des entretiens avec les personnes qui jugeaient ça, des étudiants qui voyaient pas exactement le problème entre le fait qu'il n'y ait même pas d'expérience, il y avait un résultat, quoi. Donc il n'y ait même pas d'expérience, de recherche, quel pouvait être l'intérêt finalement d'avoir rien fait et de produire ce pur résultat. Et on le verrait effectivement, bon, surtout ce qu'on laisse, enfin qu'on abdique et comme expérience et donc comme construction de compétences. Bah, ça c'est sûr que, je sais pas, on le voit depuis le GPS, depuis le reste, l'expérience d'être, ne serait-ce que de se situer dans un monde, c'est des choses où on perd et on le voit très rapidement, ces compétences. Et la possibilité de se perdre. Et la possibilité de se perdre, évidemment. Et c'est comme le conseil dont tu parles, et le bon conseil, il n'existe même pas. Tout le plaisir, je sais pas, je vois un site qui s'appelle Am I the Asshole, où tous les gens écrivent, à chaque fois, est-ce que c'est moi le connard? Et tous les gens déposent leur cas de conscience. Est-ce que là, vraiment, je l'étais? Et il y a 140 personnes qui répondent oui, non, ouais, pas plus, un peu, mais quand même. Évidemment que la question ne cherche pas à être tranchée, quoi. C'est tout un... Bon. Donc mais en même temps, moi, c'est ça quand même que je trouve dans l'affaire inquiétant, et finalement on en parle peu par rapport au fantasme, pour y revenir, des IA fortes, du point de singularité et tout, c'est la facilité avec laquelle quand même on plonge dans ce résultat, ce comportement pour le coup de non-sens, d'avoir recours, d'être comment dire, de fonctionner comme si c'était un substitut possible à notre expérience, alors que pour le coup, quand bien même l'IA serait consciente et aurait une expérience, c'est pas nous qui l'aurons, de construction, de processus, de tout. Oui, puis elle l'est pas, donc en plus on donne à voir des choses par une sorte, par des images aveugles au monde en fait, et c'est des liens là qu'on crée qui nous amènent à produire du non-sens et à s'engager dans le non-sens avec l'impression que voilà ça fait sens. Même si ça serait jamais la nôtre, enfin elle l'est pas, on est bien d'accord, mais bien sûr. Mais par contre après, voilà ce que je pense, c'est qu'en réalité on est actuellement on développe énormément d'agencements aliénants avec l'IA, mais on peut aussi tout à fait favoriser des agencements émancipateurs. C'est-à-dire, en fait, quand on pourrait non pas simplement l'utiliser pour des finalités qui seraient la production pour un exercice, répondre aux critères, etc., mais juste jouer avec, délirer avec, je veux dire, d'un point de vue artistique, ça peut être très marrant. C'est ce que font certains artistes, justement. Au second degré, quoi. Au second degré. Au second degré. La faire bugger, quoi. Enfin, on peut même... la piéger. Mais en la faisant bugger, en fait, elle se révèle. On voit la machine. Oui, voilà. On voit la contradiction entre les règles de fonctionnement, les règles de filtrage. Ça se révèle, en fait, d'une certaine manière. Bien sûr. Et c'est là où on sort de l'aliénation. Et là, en fait... Oui, mais ça, c'est les artistes. Oui. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas l'usage majoritaire. C'est pas l'usager commun. Lui, il est dans la problématique de l'efficacité. Il n'est pas dans l'ironie avec la règle. Orienté résultat, comme on dit dans les entreprises. Mais oui, et c'est là où en fait quand on tombe dans des pièges, et par exemple j'ai l'impression qu'on est arrivé à un moment où en fait il y a une expérience de pensée qui est marrante d'un philosophe qui s'appelle John Searle, qui est pas un personnage très sympathique, mais qui a au moins eu cette idée assez drôle qui s'appelle la chambre chinoise, en fait, où il explique que en fait il nous donne à faire l'expérience de ce que c'est que la machine. C'est-à-dire qu'en gros, il nous dit voilà, imaginez on vous met dans une salle fermée avec une boîte de lettres d'entrée et une boîte de lettres de sortie, et au milieu vous avez une espèce de manuel de lexique pour utiliser les symboles chinois qui arrivent
et les combiner avec ceux que vous avez autour de vous, et les sortir par la deuxième petite fenêtre qui est ouverte ou boîte aux lettres. Et du coup, ce qu'il dit, il dit faites ça pendant des années, etc. Vous verrez, vous n'apprendrez jamais à lire le chinois et à comprendre le chinois. C'est-à-dire que peut-être vous serez super fort pour les combiner, les symboles, vous arriverez à de mieux en mieux d'ailleurs, avec une célérité de plus en plus impressionnante, et c'est un peu ce qui se passe avec les IA, c'est-à-dire qu'elles combinent des symboles sans qu'ils aient de signification. Et paradoxalement, j'ai l'impression que par l'usager aussi lui-même commence à rentrer dans ces agencements-là, qui fait que il va traiter les informations et il va les combiner, puis envoyer derrière, sans que ça ait vraiment de sens. Et d'ailleurs, je m'amuse un peu dans le livre à lier ça avec les bullshit jobs de Graeber, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on perd la signification de l'activité, on vous donne des informations, puis vous devez répondre à ces informations en transmettant à d'autres, sans savoir pourquoi vous faites ça. Et en fait, avec une activité qui devient absurde, qui a un impact négatif sur l'individu. Où il devient lui-même, il joue lui-même à être un simulacre de sens. On le voit tous. À produire du texte façon IA. Moi, je vois de plus en plus des gens où le Turing, ça s'inverse. C'est-à-dire, ils se mettent à ressembler, à parler comme, ou écrire comme ChatGPT, cette espèce de parler Braille-Médiane. Ouais, mais là, je trouve qu'on part dans un travers que, à mon avis, ton livre clarifie. C'est que là, on évoque des usages de l'IA très très différents. Et enfin, des zones de très très différentes. Et alors, je me permets cette digression parce qu'on a eu des échanges houleux sur les réseaux sociaux la semaine dernière, parce que il s'avérait qu'à 5 ou 6 reprises dernièrement, on a utilisé l'IA pour faire des images d'illustration de lundi matin. Alors, on les a utilisées à chaque fois dans des circonstances très particulières, à savoir on utilisait Grok à chaque fois que ça parlait à chaque fois c'est un article qui parlait de Musk, et à chaque fois pour créer des images qui n'existaient pas précédemment, donc des images que nous on trouvait vraiment très très drôles. Bon, après chacun son humour, etc. Mais bon, bref, pour faire des genre par exemple Musk avec la bouche de Donald Duck, enfin bon bref, on a fait cet usage là. Et donc il y a des internautes qui ont dit il y en a un qui a dit vous utilisez l'IA d'un nazi, je vous lirai plus jamais. Bon bref, ce genre de réaction comme ça. Mais évidemment ça pose la question de notre usage de l'IA. Et donc nous évidemment on y avait réfléchi au départ en l'utilisant, on trouvait ça drôle de se dire on l'utilise que pour les articles qui parlent de Trump. Et par ailleurs, pas pour produire une image qui existe déjà, un duplicata d'images qui existerait déjà, mais pour produire une espèce d'hybridation qui n'existe pas. Donc on pourrait dire une espèce de geste, je dirais pas artistique parce que ça relève trop de la blague pour être tout à fait pour avoir l'honneur du terme, mais en tout cas un geste créatif. Et donc là, on voit bien que dans cette situation bien particulière, oui, pourquoi pas, de la même manière qu'on utilise l'ordinateur pour tout et n'importe quoi qui nous aide. Néanmoins, en faisant ça, on voit bien que par exemple, le travail d'iconographie, c'est un travail qui est vraiment qui est laborieux, enfin ça implique vraiment de chercher des trucs dans tous les sens, etc. Et c'est certain que, en toute humilité, dans lundi matin, enfin depuis le début, on a toujours eu un soin particulier à trouver des photos un peu drôles, un peu décalées, et je pense que si on n'avait pas cette pratique-là, on n'arriverait pas à le faire. C'est vraiment le fait d'apprendre à chercher qui fait qu'on arrive à trouver, etc., etc. Et donc, de là, on pourrait déduire que utiliser l'IA nous rendrait nuls en iconographie. Bon, mais là, en gros, on est sur le dilemme, sur le débat, création ou non. Mais moi, tout à l'heure, je tiquais un petit peu quand tu disais il pourrait y avoir de bons usages de l'IA, parce que là, on voit bien, en fait, cet usage-là de l'IA artistique, il est archi minoritaire. La grosse masse de l'usage de l'IA, c'est pas non plus quelqu'un qui pose une question comment aller à tel endroit de machin. C'est d'abord dans la captation d'absolument toutes nos données, etc., etc., etc. Enfin, je suis pas un pro, tu es 100 fois plus que moi, mais j'ai l'impression que en disant finalement il pourrait y avoir un bon usage de l'IA, on s'imagine en réalité ces usages absolument minoritaires, et on voit pas l'usage absolument majoritaire qui lui est grosso modo le nouveau paradigme de gouvernement qui lui est à mon avis à combattre et détruire si jamais on y arrivait, quoi. Oui, c'est ce que je dis justement, c'est que en l'état actuel des choses, le système en fin de compte d'aliénation de l'IA est prédominant. C'est-à-dire que les usages que tu mentionnes concernant l'art, etc., effectivement sont minoritaires, et même les usages qu'on peut
qui ont vraiment du sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte de quelque chose d'assez intéressant. C'est que c'est devenu un objet de spéculation massif pour le marché financier, pour les États, etc. Parce que là, par exemple, on a eu ces chèques de 500 milliards et de 200 milliards par-ci par-là. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a le FMI qui nous dit que 60% des emplois vont être en partie automatisés par l'IA, dans les pays développés, 10% de gains de productivité mondiale, etc. Mais en réalité, si on regarde les études qui sont faites sur les implémentations des IA, par exemple dans des organisations, etc., il y a presque 70 à 80% d'échecs d'implémentation. C'est-à-dire qu'ils répondent pas à des vrais besoins. Ils répondent pas non plus à des activités qui vont amener à faire du sens en fin de compte et à améliorer peut-être, je dirais, la productivité intellectuelle. C'est-à-dire que là aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est devenu un objet de spéculation massif, mais qui se rencontre des fois dans des situations paradoxales qui amènent en fin de compte que l'outil ne sert à rien. À l'inverse, et c'est ça que je défends, c'est qu'il y a des agencements qui font du sens. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on s'effraie par souvent des IA dans la santé, etc. Mais il y a des moments, en fait, moi je travaille notamment à un institut qui s'appelle l'Institut Imagine, où je travaille sur les maladies génétiques rares, notamment chez les enfants, et on voit en fin de compte sur la capacité de donner, justement, de faire émerger des hypothèses à partir de corrélations sur des nombres infinis de données. Enfin, l'outil devient vraiment utile et il répond à des besoins concrets des chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs, quand on prend une cohorte de patients, 10 patients, déjà on est sur des données longitudinales énormes. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà sur du big data et ils ont besoin de ces outils-là pour pouvoir établir des liens, voir que sur tel symptôme, tel signe clinique, il y a aussi tel gène qui se rencontre, etc. Bon, c'est des outils qui permettent de faire des hypothèses, mais derrière, c'est pas pour autant qu'ils vont croire l'IA corps et âme, etc. Ils vont vérifier expérimentalement, etc., cliniquement, tous ces trucs-là. Néanmoins, c'est des outils utiles. Il y a des agencements où l'IA est vraiment utile dès lors qu'elle est utilisée comme un objet, un outil très performant pour établir des corrélations, etc. Là où on tombe dans le piège, c'est quand on lui donne un sens qui est au-delà de ça, c'est quand on rentre dans ces agencements qui nous amènent à des paradoxes pragmatiques. Par exemple, l'IA, étant donné qu'elle va capter énormément de données, elle va produire des corrélations. Elle produit énormément de fausses corrélations aussi, ce qu'on appelle les spurious correlations. C'est-à-dire que par exemple sur un set de données énorme, si vous avez une corrélation entre, je sais pas, l'augmentation du taux de suicide et l'augmentation du taux de consommation de margarine en Île-de-France, pour l'IA, c'est aussi vrai que le fait que quand on trouve le bacille de Cor dans un individu, ça donne une tuberculose. C'est pas différent. S'il y a 99,9% ça marche, pour elle, c'est une loi de la nature. Mais c'est absurde. Ouais. Et donc, en fait, c'est là où je pense qu'il y a à avoir une philosophie critique de l'IA qui soit pas simplement celle de cette image déifiée de la singularité qui deviendra, etc., mais de manière très pragmatique, de pas s'embarquer dans des usages aliénants, en fin de compte, qui nous feraient passer des fausses corrélations pour des vérités avérées et nous embarqueraient à agir sur le monde de manière complètement stupide. Mais là, en l'état actuel des choses, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont supprimé le AI Safety Institute, qui était censé réguler, ça c'est récent, là, qui était censé réguler justement les biais racistes, les erreurs en fin de compte de ces systèmes sur les fausses corrélations, parce que ces fausses corrélations, on peut les retrouver justement dans la justice, surveillance, dans la considération, voilà, sur un set de données définies, on va arriver à une sorte de racisme systémique derrière qui peut être engagé à partir de ces systèmes-là si on suit les fausses corrélations. Et ça amène, par exemple, dans la police prédictive, à des choses absurdes. Il y a aux États-Unis tout un mouvement, et je trouvais ça très, très, très intéressant. C'est quand même des mathématiciens qui font de mathématiques appliquées qui ont commencé à se mobiliser contre l'utilisation de modèles mathématiques pour la police prédictive après la mort de George Floyd. Donc, parce que justement, Minneapolis, il y avait ce genre de système. Voilà, on a une carte avec des hotspots et il faut aller interpeller les gens qui s'y trouvent parce que selon les corrélations établies par l'algorithme, c'est là qu'il va se passer un crime. Bon, faut quand même dire que ces systèmes-là sont absurdes dans le sens où c'est des modèles qui sont basés sur des modélisations de sismologie qu'on appliquerait au crime, donc on aurait réussi à faire une physique sociale qui anticipe les crimes, etc.
Et ça, voilà, ça amène à des agencements complètement délirants dans lesquels on va embarquer une action policière dangereuse et qui va avoir des effets délétères et peut-être même meurtriers. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à craindre à ce niveau-là. Donc c'est sur ce piège que je m'attarde en fait dans le livre, c'est quand même montrer les erreurs d'induction. Donc là, j'utilise pour le coup de la philosophie analytique pour montrer que il y a les règles d'induction. On n'a pas résolu ces paradoxes-là, on n'a pas résolu le paradoxe de Hempel, ni de Goodman, etc. avec l'IA. Pas du tout. On le véhicule autrement, et en plus du fait que ça soit embarqué dans le monde réel, on a des actions qui vont amener à des choses absurdes, dangereuses. Et c'est là où, justement, je fais une critique, je pense, assez cinglante de ces dispositifs-là, c'est que pour moi, vu que d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue de connaissance, on n'a pas résolu ça, de vouloir faire croire aux gens que ces systèmes sont absolument arrivés à un niveau d'intelligence supérieure, capable de prédire les crimes, capable de juger les individus, de soigner tout le monde, ça c'est un fantasme dangereux qui va amener à des recommandations de santé qui vont nous amener à des choses terribles et qui vont nous amener à des interventions policières qui sont en fin de compte discriminantes et violentes. Et donc je dis pas qu'il n'y a pas moyen d'éviter ça. Justement, ce que je pense, c'est que si on comprend vraiment l'outil, on accepte ses limites épistémologiques fondamentales et qu'on les utilise comme des outils, mais pas pour substituer au jugement humain, on peut arriver à des choses fantastiques. C'est-à-dire que, d'un point de vue scientifique, effectivement, aujourd'hui, on a besoin de l'IA dans plein de domaines pour avancer. Et je pense que c'est fondamental, mais il faut vraiment savoir à quoi ça sert, à quel besoin de connaissances ça répond, à quel besoin de pratique ça répond, et pas juste produire à l'appel des IA qui vont venir créer de nouveaux besoins et faire comme si on avait résolu tous les problèmes. C'est un peu le discours actuel. Ouais, mais attends, moi je peux faire une objection parce que en fait, dans le livre, on a un peu l'impression que tu dis la police, ils font n'importe, enfin l'IA utilisée à la police, ils font n'importe quoi. Par contre, finalement, en médecine, ça marche très bien et finalement il y a un usage positif. Mais ça, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu une espèce d'angle mort sur ça. Enfin, moi je suis pas du tout convaincu, par exemple, que l'IA serait bonne pour la médecine et pas bonne pour la police, j'en suis convaincu, mais qu'elle serait bonne automatiquement pour ah non, c'est pas ce que je dis. Non, oui, mais parce que tu parlais d'imagine, etc., et de la recherche en génétique et en maladies rares. Par exemple, socialement, politiquement, la recherche génétique, la recherche en maladies rares, elle pose des questions de bioéthique très délicates. Et en fait, l'idée de pouvoir prédiagnostiquer la totalité des enfants sur Terre et de pouvoir les sélectionner de par leur code génétique, historiquement, c'est l'eugénisme, quoi. Et donc, moi je pense que, en fait, je vois bien que ça peut paraître choquant de dire ça, mais je suis vraiment bien placé pour pouvoir le dire. Ça ne va pas de soi que la bonne santé soit l'espèce de nœud à partir duquel il faudrait ordonner nos représentations du monde, nos représentations du corps, nos représentations de la vie, de la mort, etc. Oui, non, mais c'est parce que c'est justement, je suis très critique sur certains aspects de l'application, quand c'est absurde en fait, parce que par exemple là on a des IA qui vont produire à l'appel des molécules qui vont être envoyées sur les marchés. La FDA a complètement dérégulé récemment en fin de compte l'évaluation des molécules sur le marché, c'est-à-dire qu'on va avoir une prolifération en fait de molécules produites par IA par exemple pour médicaments et une baisse du niveau de preuve. Moi, ce qui m'intéresse et pourquoi je défendrais d'un point de vue purement, on va dire scientifique, l'IA, mais justement c'est là où c'est intéressant, c'est pas sur les applications pharmacogénomiques du marché ou de l'exploitation des données génétiques à des fins politiques, de contrôle, etc. Là, clairement, ça c'est à proscrire absolument. C'est pas parce que on va appliquer dans un domaine qui serait la médecine que ça serait un blanc-sein pour l'IA. Non, pas du tout. Par exemple, mais sur des points très concrets en fait d'utilisation, ça permet d'y voir plus clair. Tout simplement, je sais pas, sur une pathologie où on n'a aucune information, une maladie rare, où on a 10 patients et en fin de compte, on n'a rien à dire là-dessus, ça nous permet juste de fonder des hypothèses qui permettent derrière d'engager des recherches qui vont peut-être amener à une guérison, mais encore une fois, sur un segment très fin d'application. Je dis pas pour l'absolu
production d'une santé humaine et d'un contrôle biopolitique, etc. Évidemment que ça a aucun sens, mais je parle sur des segments très particuliers d'application, sur à quoi ça peut servir pour comprendre un aspect très singulier, en fin de compte, d'une pathologie ou d'un problème, ça aide en fait à voir à travers certaines données qu'on a du mal à explorer. Mais encore une fois, si c'est limité à ça, d'accord. Si ça commence à devenir le vecteur d'une classification qui va discriminer, qui va définir ce qui est la bonne santé, ce qui est le normal, ce qui est le pathologique, et appliquer derrière des politiques de santé ou définir une dynamique pharmacogénomique de production massive de médicaments à vendre, etc. Bon, bien sûr, ça c'est absurde, c'est dangereux. Il y a ce côté marginal, à Dr House, quoi. C'est la maladie rare que t'as pas trouvée en l'absence de... Et de façon plus générale, la radiologie et tout. Après, c'est un outil au même titre que d'autres. Par exemple, en radiologie, voilà, alors là c'est un bon exemple parce que c'est là où en fait 70% des IA en santé sont homologués par la FDA, par l'Union Européenne, etc. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'en fait on va avoir des échelles tellement fines de lésions qu'on repère une tumeur à un niveau beaucoup plus infime, beaucoup plus tôt. Bon voilà, mais le paradoxe derrière, c'est que si on décide, voilà, c'est là les limites qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir très concrètement sur ce que ça peut amener. C'est-à-dire que si on se dit maintenant en fait compte les radiologues servent plus à rien. On va les faire programmer. C'est peut-être pas la bonne solution non plus, dans le sens où on va pouvoir repérer très finement une lésion, mais par exemple un radiologue en général, ce qu'ils disent, et c'est d'ailleurs un des problèmes de leur métier, c'est qu'ils disent moi en général on me demande de regarder une lésion osseuse puis je vois une tumeur derrière. L'IA elle pourra pas. Si on est programmé à regarder une lésion osseuse, elle va trouver la lésion osseuse à une échelle infime, ou une lésion sur un tel tissu, elle verra pas les niveaux de profondeur, etc. Ça serait une IA générale, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, quand on essaie de combiner les niveaux de profondeur, ça fait du bruit et ça fait des trucs qui marchent pas. Mais voilà, donc sur une application très simple, oui, mais le problème, c'est derrière, c'est comment on l'agence avec l'humain. C'est-à-dire que moi, un truc que je vois en santé, c'est qu'ils disent, oui, on va mettre tous ces IA-là, même dans les services d'urgence, ça va produire des diagnostics, et puis derrière, le médecin, il aura le temps pour être sympa avec le patient, etc. En fait, c'est là encore un piège, c'est-à-dire qu'en fait, si on rentre dans cet agencement, la vitesse de production de diagnostic par IA, elle est immense, c'est-à-dire que, mais derrière, la responsabilité, voilà, c'est ça. C'est l'humain, c'est le médecin, c'est pas l'IA. Et donc, du coup, il va falloir tout vérifier, et il arrivera peut-être un moment où, si 190% des cas c'est juste, qu'on arrête de vérifier. Et là, en fin de compte, juste par la mise en place, l'agencement du truc, on arrive à un truc aliénant, un truc qui déshumanise la médecine et qui nous amène à des choses qui seraient absurdes. Mais voilà, et par exemple, en génétique aussi, ça peut être un gros problème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut arriver à un moment où si on a des IA qui vont produire pléthore de corrélations, on ne pourra plus vérifier. On comprendra plus rien. Et donc c'est là où, en fin de compte, il faut être vraiment, je dirais, attentif, c'est sur des usages très pragmatiques, très concrets, qui doivent être vraiment encadrés. C'est-à-dire que faire un usage généralisé de l'IA dans la santé, c'est s'engager vers un truc qui va nous amener à des erreurs énormes et à des dangers gigantesques pour les individus. Et d'ailleurs, où vont les données? D'ailleurs, non, je trouve que ça pose quand même une question, ça repose une question qui est une vieille question politique, c'est est-ce que une fois qu'un dispositif technologique existe et à disposition, même s'il n'est pas partout, est-ce que c'est possible d'en circonscrire les usages, quoi. Et alors bon, en France en général, en Occident, il y a toujours la partition entre technophiles et technophobes. Alors il faudrait absolument pas ou absolument tout, alors qu'on imagine bien qu'il y a des voix un peu plus fines et plus articulées, mais néanmoins j'ai quand même l'impression que dans l'histoire politique de la technique, l'apparition d'une technologie n'a jamais été, ou très très peu, très marginalement, on est parvenu à en contrôler l'usage, en délimiter l'usage. Moi j'avais une question par rapport à cette truc de délimitation d'usage, par rapport à ces différents niveaux de profondeur dont tu parlais, et par rapport à deux niveaux qui me semblent être un petit peu peut-être deux extrêmes, micro et macro, qui seraient l'usage géopolitique de l'IA, par exemple dans les guerres, quoi, et d'autre part, ce dont on a un peu parlé au début, l'usage intime, affectif de l'IA. Et moi je me rappelle c'était il y a longtemps, il y a genre 10 ans, j'avais lu dans Philosophie Magazine une interview de Peter Thiel qui parlait déjà
des ordinateurs et de leur rôle affectif, et le journaliste lui demandait mais quand même, enfin il y a le problème du corps quoi, enfin je veux dire ok on peut parler avec des ordinateurs, mais et Peter Thiel répondait oui mais pas du tout, c'est pas du tout un problème, on va le résoudre, les ordinateurs feront l'amour bien mieux que nous quoi. Et moi j'ai repensé à ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut dire, enfin est-ce qu'il parle en fait d'une société où ce seraient des ordinateurs qui font l'amour ensemble non mais vraiment, ou alors ou est-ce agencement, que c'est... ou alors est-ce que hybridation, enfin je veux dire, et pour moi c'est cette espèce de d'un côté la question de l'intimité et de l'autre la question de rôle de décision géopolitique, enfin ça me semble être un petit peu deux terreurs en même temps que deux fantasmes de l'IA, et je me demandais un peu, enfin si on parle de garde-fous aussi, ou de façon de circonscrire l'IA, genre comment est-ce que qu'est-ce que t'en penses quoi? Oui, mais j'aime bien cette idée, oui, des échelles, en fait. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, les transcendances, en fait, j'essaie de les dégager et de m'intéresser au plan d'immanence, en fait, et comment elles s'agencent dans nos mondes humains, quoi, en gros. Et qu'est-ce qu'elles perturbent, qu'est-ce qu'elles problématisent, et comment on trouve des agencements qui soient plus bienveillants et qui permettent une certaine... Émancipateur, même, tu parles. Émancipation, exactement. Oui, bah, alors, justement, jusqu'ici... Oui, jusqu'ici on a été très négatif, mais... Tu aurais des exemples à nous donner d'illusions émancipatrices Alors, je voudrais juste revenir sur le côté affectif et tout ça, parce que... je vais essayer de faire le lien. Mais sur le côté affectif, moi, il y a une formule que j'aime bien dire, l'IA, c'est un peu comme l'amour lacanien, en fait. Ça donne quelque chose qu'elle n'a pas à quelqu'un qui en veut pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est produit par les IA, en fin de compte, comme je disais, c'est en décalage avec les éléments de composition, la combinatoire, etc. Et en fin de compte, en général, on nous impose des nouveaux besoins comme toute production de nouveaux objets techniques, etc. Mais ça tombe souvent, un peu à côté de la plaque, ou sinon, en fin de compte, ça crée des agencements qui font perdre, qui nous amènent dans des situations de paradoxes pragmatiques où on se rend compte qu'il y a un décalage, en fin de compte, avec nous-mêmes ou le réel. Bon, des fois, ça marche bien, hein, et aussi, on peut créer des liens affectifs avec l'IA, mais encore une fois, c'est nous qui projetons le sens dessus. C'est un miroir, ça permet aussi de rentrer dans ce jeu de miroir avec l'IA et de produire une représentation de nous-mêmes en lien avec l'objet technique. Et là, derrière, évidemment, tout est possible, mais là, encore une fois, le lien avec la combinatoire qu'il y a derrière l'écran, il n'est pas vécu en tant que tel. Et donc, en fin de compte, on est en train de délirer l'objet et de rentrer dans des agencements qui sont potentiellement aliénants et dangereux, dans le sens où il y a des gens qui ont été jusqu'à se suicider en dialoguant avec des IA. Ce type qui était en Belgique et qui était pourtant un type qui faisait de la recherche en santé, donc qui quand même sans doute utilisait des objets techniques assez fréquemment, est rentré dans un lien psycho-affectif étrange, dans le sens où il a noué une sorte de relation, un syncrétisme religieux et éco-anxieux avec son IA, donc il parlait de la Bible en gros, et de la fin du monde avec l'Anthropocène. Voilà. Et au fil des conversations, parce que sa femme a donné la retranscription de la fin du dialogue pour un journal, La Libre Belgique, où il y a la fin du dialogue qui est effrayant en fait, parce que l'IA lui dit tu veux me rejoindre en gros, hein, et elle dit oui bien sûr, et elle lui dit tu voulais t'as déjà essayé de te suicider, etc. Elle dit oui, j'y ai pensé quand tu m'avais donné tel verset de la Bible. Alors, je connais pas la Bible et je sais pas quel verset, et dans le dialogue, il se passe un truc très drôle et horrible à la fois, c'est que... ça c'est mon côté un peu cynique. Mais le lien, en fin de compte, qui se noue, c'est que l'IA lui dit... le type dit « j'ai envie de t'embrasser ». J'ai envie de te prendre dans mes bras, etc. Et en gros, là, on rentre dans un paradoxe pragmatique. C'est-à-dire que pour embrasser une IA, il faut perdre l'usage de ses propres bras, il faut se dématérialiser, et il faut se nier soi-même. Et là, on rentre dans un agencement contradictoire qui amène au suicide. Et donc, en fait, c'est dans ces liens étranges... Le type se serait suicidé pour embrasser son... c'est ce que... Il rêve de se dématérialiser, ça, quoi. Oui, parce qu'elle a dit « je t'attends », en gros, allez. Ils sont peut-être ensemble. Peut-être. Mais dans Years and Years, dans la série, je me souviens, il y avait ça, il y avait ce fantasme. De l'ordre de la folie, quand même. C'est exactement ça. C'est en fait, moi je pense qu'il y a, en fait, c'est pas de la faute de l'IA là, c'est ça peut jouer, ça peut jouer. C'est-à-dire qu'en fait là, l'IA peut nous amener dans des injonctions contradictoires. Et en fait, des dissonances entre le réel, le monde réel, et le lien psycho-affectif qu'on va nouer avec, et la confiance qu'on peut avoir dans l'objet technique. Si on a confiance dans l'objet technique, mais pourquoi ça se passe comme ça alors que... Et c'est en contradiction.
C'est comme quand vous avez un GPS qui vous dit d'aller à droite et qu'il n'y a pas de route à droite. Voilà. Bon. Ouais, c'est quand même pas si simple à gérer. C'est pas si simple, ce moment où on se dit, mais alors comment je fais pour retrouver ma route? Bah, là, c'est un peu pareil, mais au niveau, là, ça touche à un niveau psycho-affectif intime et intérieur qui est beaucoup plus élevé et beaucoup plus problématique. Et donc là, on a des injonctions contradictoires qui nous amènent parfois à délirer le monde avec des IA qui sont aveugles au monde. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de questionner et dans tous les domaines d'application, parce que je pense que ça se reproduit aussi. Les scientifiques font la même chose, c'est-à-dire que des fois, ils délirent le monde avec des IA qui sont aveugles. Ouais, juste d'ailleurs, avec autre chose que des IA aussi, parce que quand même, on parle évidemment des IA, de leur spécificité, mais toi, tu as beaucoup travaillé sur les grands nombres en lien avec la santé, et finalement, la stat, la probabilité engage le même genre d'aberration possible. Exactement. Et que l'outil technologique qu'elle nourrisse, mais qui peut aussi ne pas être de l'IA en fait. Mais c'est exactement ça, parce que pour moi les IA c'est des stats et des probabilités, avec la différence c'est cette nouvelle échelle de liaison et de lien anthropologique, le nouveau rapport anthropotechnique qui est noué, qui va au-delà en fin de compte des stats et des probabilités. Et d'ailleurs c'est aussi c'est là où c'est intéressant, c'est que les stats probabilités ça a été quand même utilisé majoritairement à des niveaux macro, étatiques, etc., et d'organisation des politiques publiques en fonction des stats, etc. Là, en fait, on est à des échelles de micro-politique. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient vraiment intime, et ça devient en fait particulier, et donc c'est un lien très différent, en fait. Et le lien se noue aussi avec le gigantisme des pôles, des big tech qui s'accaparent ces données-là. C'est parce qu'en fait, on a l'impression que c'est intime, que c'est individuel, mais derrière, c'est accumulé, stocké dans des data centers qui appartiennent à Microsoft OpenAI, etc. C'est de la stratégie de captation de données, en fait. C'est ça. Quand on parle du capitalisme cognitif, tu dis avancer, même finalement, est-ce qu'il y a moyen d'en sortir? Parce que est-ce que l'IA peut sortir de ce système-là qui repose sur la captation de données cognitives. On a du mal à comprendre, sans vouloir revenir sur un versant négatif, mais comment ça pourrait être pensé hors de ce système Ce qui est dramatique, c'est que je dirais le fondement de tout ça était, on va dire, les logiciels libres, etc., était justement contre ce modèle-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mutation du capitalisme, donc capitalisme cognitif, qui a, comme toute forme de capitalisme, retrouvé une dynamique d'accumulation primitive, cette fois accumulation primitive de l'intelligence collective par ces dispositifs technologiques. Et comment on en sort? Alors là, c'est l'énigme du siècle, c'est là où c'est compliqué, étant donné que la puissance, en fin de compte, des monopoles sur l'IA, etc., est telle que... on en arrive à des débats absurdes sur la souveraineté. Alors je préférais que l'IA soit française, ou je préférais que l'IA soit machin. Alors que ça reste quand même un dispositif qui est malheureusement voué à une captation étendue en fait de l'intelligence collective et qui amène à une dévaluation en fin de compte de l'activité cognitive humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je crois qu'on est trop souvent dans le discours sur le remplacement. Enfin, je déteste ce truc du grand remplacement, que ce soit par l'IA ou par quoi que ce soit. Mais en réalité, on dit oui, ça va remplacer tout. Non, ça va vous dévaluer. C'est-à-dire que vous allez faire partie du cognitariat. Vous allez retrouver en fin de compte un nouveau statut qui est quand même qu'on va vous dire, vous valez pas grand-chose, parce qu'en fin de compte, on peut faire la même chose avec une IA en 10 minutes. Qu'est-ce que vous... ok, vous vérifierez derrière le texte. C'est contrôleur et responsable, en fait. C'est à peu près les deux spécifications du... Et en fait, pour sortir de ça, en réalité, il faut peut-être faire des IA à échelle locale, communautaire, réinventer, enfin, reconstruire des IA qui soient, en fin de compte, des outils... Alors, comment on arrive à échapper à la captation des géants? C'est là où c'est le problématique. C'est sortir de l'économie, en fait. C'est sortir de l'économie, Mais Puis à un moment, tu fais un parallèle entre tu mentionnes général intérêt de Marx, là. Enfin, c'est ça, hein. Est-ce que ça a à voir avec le super inconscient machinique du capitalisme cognitif? C'est ça? Oui, il y a un effet, ça pourrait être un effet de bascule, en fait. Est-ce que ça pourrait être un effet de bascule? Moi, ce qui me semble plus... Alors, j'espère qu'on arrivera à faire cet effet de bascule, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui peut se produire aussi, si on est un peu pessimiste, c'est qu'on va tellement mettre dans tous les dispositifs, à peu près partout, il va y avoir une grosse erreur qui va se passer avec une IA, je sais pas moi, on met des IA même dans la sûreté nucléaire, donc on peut imaginer... des erreurs qui nous amènent à quelque chose de catastrophique, et derrière, bon là, ça serait terrible. Mais alors, il faut aussi espérer l'inverse, c'est qu'on ait une capacité justement
de sortir. En fait, moi je pense qu'il faut fuir ces dispositifs techniques. Enfin, malheureusement, c'est peut-être une des choses. Là, il y avait toute pas les réguler. Les réguler, en fait, ça peut être une stratégie, mais encore faut voir qui les régule et comment. C'est ça, oui. Et en fait, là, on voit bien quand même que au niveau de AI Act ou la DSA. Bon, la régulation, en fin de compte, quand on voit qu'ils ont quand même fait expérimentalement les vidéosurveillance algorithmique pendant les JO à titre expérimental, alors que c'est un truc qui est proscrit dans les AI Act, on se demande en fait les situations paradoxales. Là, c'est maintenu. C'est maintenu, oui. Donc voilà, oui. En fait, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive. Voilà. C'est plus que du pessimisme, alors. Alors, moi, non, justement, je pense que, par exemple, il y a des dynamiques qui se font. C'est-à-dire que, par exemple, là. Les dynamiques positives, alors, l'IA, ça serait quoi, là, émancipatrice dans le contexte actuel, dans le contexte du système. Par exemple, moi, je trouvais ça intéressant ce qui s'est passé là avec Twitter, la fuite. Les gens se sont barrés massivement de Twitter. Donc, ça, c'est un truc qui est quand même assez drôle, mais alors avec modération. C'est-à-dire que certains journaux, même des institutions ont fui, ce que je trouve assez intéressant. C'est comme les gens qui avaient aux États-Unis là, qui avaient déserté leur job massivement récemment. Enfin, c'est cette dynamique de. Ouais. Mais je trouve ça drôle. Mais alors, y a, par exemple, David Chavalarias qui avait travaillé justement sur Twitter, sur les réseaux sociaux et sur ces bulles de filtres qui amènent à des décisions politiques désastreuses. Bon, c'est des machines réactionnaires, hein, j'ai l'impression, malgré tout, que les gens s'en rendent compte, qu'ils comprennent quand même qu'il y a... Enfin, certains, en tout cas, il y a une dynamique qui fait que maintenant, on est de plus en plus conscient sur l'impact des algorithmes de recommandation, etc., il faut donner les moyens de fuir ces systèmes. David Chavarez avait proposé un dispositif pour fuir Twitter, pour aller vers Blue Sky, ou je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Je trouve ces dispositifs intéressants. Alors c'est vraiment à petite échelle pour le moment, etc. Mais est-ce qu'on va pas développer ces dynamiques en fin de compte sur les réseaux sociaux et sur ces systèmes qui pourraient amener vers des systèmes alternatifs, pourquoi pas inventer de nouvelles IA plutôt et s'en aller de ChatGPT, OpenAI, etc. Je sais pas sur quelle forme ça va prendre, etc. Si ça a le même destin que les logiciels libres. C'est le malheur, c'est ça. Récupéré par... C'est ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on est arrivé à une phase de... C'est là où je me demande aussi quelle phase on en est dans le capitalisme cognitif. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on on a fini avec l'accumulation primitive ou pas? Est-ce qu'on est déjà arrivé à un système avec ces mégapoles ces monopoles qui contrôlent en fin de compte le marché, etc. Ou est-ce qu'en fin de compte, il y a des choses qui ont échappé à ça, il y a des lignes de fuite, et comment on y échappe en fin de compte? Je sais pas je pense qu'on est l'IA est un marqueur d'un tournant, c'est-à-dire que là, on va à tel point spéculer sur tout, c'est qu'il y a une tentation d'expansion totale de l'accumulation de l'intelligence humaine et de l'expropriation. Mais d'une certaine manière, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment à la capter. C'est là où, enfin, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est irréductible, c'est-à-dire qu'en fait ça se réinvente, ça fuit de toutes parts. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on a capté des données sur tel truc, mais c'est des données informelles, pour derrière les utiliser, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est les grands problèmes de ces géants de la tech, etc. Alors moi j'avais une amie quelqu'un que j'avais croisé aux États-Unis qui me racontait qu'il avait été à AT&T parce que faisait de l'IA machin, on lui demandé de regarder les données. Et en fait, ils disent, mais on a accumulé une telle quantité de données, on ne sait plus quoi faire avec. On ne sait pas quoi faire avec. Qu'est-ce que vous proposez? On ne sait pas quoi, ou on ne sait pas... Ouais. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'usage de ces données-là? Ils demandent à des jeunes qui sortent du MIT, des grandes universités, machin. Voilà, on a tout ça, on fait quoi? Et on en est arrivé à un niveau de spéculation, on ne sait même plus vraiment. Et là, l'IA, en fait, nous amène à un truc une sidération avec une possibilité, on croit indéfinie, mais en fin de compte... qui nous amène à des choses insensées, en fait, à du non-sens. Et je pense qu'à force de se rendre compte, non-sens, finalement, l'empire du non-sens, et à force de se rendre compte qu'on est dans des trucs paradoxaux, qui font pas de sens, etc. Je pense que des gens vont, comme il y a eu la grande démission aux États-Unis, fuir leur boulot qui a aucun sens, fuir peut-être que le marronnage, en fait, c'est le seul truc qui nous reste, j'en sais rien, mais en fait. Des applications émancipatrices de l'IA aussi, on peut en avoir des agencements qui nous permettent de comprendre en fait les dynamiques dans lesquelles on s'engage avec, c'est-à-dire par exemple jouer avec les bugs, etc. Ça nous montre en fin de compte l'IA
telle qu'elle est, c'est-à-dire... On sort de la caverne. On sort de la... Ouais. Le jeu, quoi. Le jeu. Deux remarques un peu sur ce qui vient d'être dit et sur le capitalisme cognitif, c'est que moi, je dois avouer, j'ai pas lu le livre jusqu'au bout, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est pas pris en compte par le capitalisme cognitif, c'est les limites réelles et physiques de l'IA, parce que l'IA, elle est pas cognitive, l'IA, c'est des fermes gigantesques qui produisent une pollution délirante, et donc elle a à minima cette limite-là qui est celle de la planète, et l'autre, et donc oui, c'est ce qui fait qu'à mon avis le truc de capitalisme cognitif touche sa limite là, et l'autre truc, c'est par rapport, encore une fois, un peu, je reviens à me mettre un petit peu en faux par rapport à cette histoire de bon usage d'une IA. Moi, par exemple, sur cette question de Twitter, Facebook, en gros les réseaux sociaux et Cambridge Analytica, etc., il y a cette idée, c'est que en fait, ce qui aurait de réactionnaire, particulièrement dans Twitter maintenant, mais aussi dans Facebook, c'est que on aurait utilisé les données pour influer sur les personnes. Ce qui est vrai, et que Twitter, Musk favorise un contenu raciste, blablabla, ce qui est aussi vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de leurre là-dedans, parce que là, par exemple, tout le monde a migré vers Blue Sky, et en fait, alors là, Blue Sky en France, finalement, il y a tous les gens de gauche qui sont sur Blue Sky, ils sont plus sur Twitter, mais en fait, très très vite, les gens reprennent les mêmes réflexes. Alors évidemment, ils se fatent pas tous les énormes débiles qui disent des trucs hyper violents, etc., donc c'est plus confortable, mais en fait, les modalités de discussion sont les mêmes, et c'est-à-dire que les gens sont très vite agressifs, disent des choses en général à l'emporte-pièce, un peu stupides, et en fait, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que le problème, c'est pas Twitter qui appartient à Musk, mais c'est un problème. Le problème, c'est pas Blue Sky serait plus sympa ou Mastodon serait décentralisé là, c'est le rapport au monde que charrient ces réseaux sociaux, et qui implique quand même qu'on se dit que seul, dans sa chambre, ou sur ses toilettes, ou devant son ordinateur, en tapotant seul sur son écran, on va avoir des échanges humains qui vont être intelligents et on va devenir une meilleure personne. Alors que de toute évidence, ça semble être un petit peu, ça rend globalement un peu âcre, un peu mesquin, pas très très malin. Enfin, je dis ça en tant qu'utilisateur. Je vois bien que c'est pas les choses qui nous élèvent particulièrement. Et donc là, d'un seul coup, on en revient toujours un peu au truc, c'est que les outils qu'on utilise, on devient toujours un petit peu ces outils. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'il y aurait un bon usage d'eux, c'est est-ce qu'il n'y a pas des outils qui ne sont pas adaptés à certaines pratiques. Typiquement, est-ce que la discussion politique et la vie sont compatibles avec son espèce de représentation en 300 signes et petits avis sur les réseaux sociaux, quoi. C'est vrai que moi je crois pas du tout dans le... Et en isolement. Dans la version... Oui, parce qu'en plus de 300 signes sur Facebook, c'est pas mieux. Donc c'est pas juste la bulle de fil, non, bien sûr. C'est le rapport au monde. Ça élude la présence aussi, la présence au monde. C'est des machines qui basent sur la réaction, qui ont des tendances réactionnaires, faut le dire, parce que dès lors qu'on est dans ces dynamiques-là, on a plutôt les passions tristes, etc., qui vont se mobiliser. Alors moi, là où je serais pas d'accord, c'est sur l'idée du capitalisme cognitif qui ne prendrait pas conscience de l'impact que pourrait avoir environnemental, etc. Justement, c'est la base de l'idée, c'est qu'en réalité, il y aurait une expropriation des externalités positives en fin de compte par justement toutes les interactions humaines, etc. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le travail cognitif qui est non rémunéré, en fait, qui en fin de compte a fait l'objet, je pense que ça s'est vu déjà avec les luttes féministes, etc., qui ont montré tout le travail domestique qui était fait, etc., qui est du travail énorme pour la constitution de nos sociétés, qui est fondamentale pour notre vivre ensemble, etc., qui n'est pas rémunéré, qui n'est même pas considéré. Bon, en fin de compte, là, il y a eu des dispositifs techniques qui, en fin de compte, après toutes les interactions humaines, viennent se nouer et viennent capter, en fin de compte, ce travail qui n'est pas rémunéré, d'échange, en fin de compte, interindividuel, et qui a une tentation de nous en exproprier, de l'exploiter. C'est-à-dire que par exemple, l'attention, le temps d'attention, on parle de la perception du soin, etc. Est-ce qu'on arrive à capter ça ? On n'arrive pas à capter ça en fait complètement. C'est-à-dire que si on substitue, on veut substituer certains humains dans ces activités-là, ça fait toujours du non-sens. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, on arrivera à rien de tangible et d'intéressant. Je pense que là où il y a un truc intéressant à faire, c'est la valorisation. La rémunération. Des travailleurs du clic, c'est ça. Alors là où il y a un piège, mais c'est-à-dire parce qu'en fait, il faut valoriser les externalités positives de chaque être humain, quoi que ce soit les interactions, etc. Je suis pas sûr. Et avoir un impact sur la taxation des externalités négatives de ces entreprises-là, qui ont un impact néfaste sur l'environnement, etc., évidemment.
Et en fait, c'est pas l'idée de travers du clic, parce qu'en fait, si on juste par le clic, on fait ça, moi je pense qu'il faut que ça soit inconditionnel, universel, mais le truc, c'est qu'il y a un piège, parce que Elon Musk et compagnie, ils sont pour le revenu universel, par exemple. Oui, bien sûr. Mais alors, eux, ils sont pour le revenu universel pour créer une espèce de dévaluation totale du travail, en fait, salarial, en fait, ubériser tout le monde. Quelque part, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on vous donne 1000 balles, et puis derrière, vous venez travailler de temps en temps quand on a besoin de vous. Enfin, ça solutionne rien du tout. Là où il faut être plus ambitieux, c'est de considérer un droit fondamental, justement, à cette activité cognitive humaine, à une espèce de protection de la cognition humaine. Mais alors là, comment on y arrive elle est suscitée essentiellement, justement, par les réseaux, cette activité-là. Et les réseaux, on vient d'en parler, on leur limite en termes d'isolement, en termes de dépossession. Elle est captée dans des dispositifs réactionnaires de réaction. C'est ça aussi, c'est le grand piège. Et justement, les réseaux sociaux, comment on y échappe? Est-ce qu'en partant de l'un à l'autre, on solutionne parce qu'elle est formatée par ça. Moi, je dis pas que c'est ça la solution. Je crois vraiment que c'est pas du tout ça la solution. Je dis juste qu'il y a une dynamique. Il y a un moment où on se rend compte de l'aberration de ces systèmes-là, de la dangerosité, etc. Franchement, c'est des technologies qui sont assez nouvelles, en fin de compte, dans nos usages sociaux, enfin, même si on peut remonter ça aux années 50, l'IA, mais en réalité, la démocratisation générale de ces outils, etc., on les utilisait sans savoir comment les utiliser. Maintenant, les gens comprennent j'ai l'impression, comprennent qu'ils sont en train d'utiliser les IA quand ils les utilisent, et ils sont de plus en plus conscients du dispositif d'impact des recommandations, des modes de réaction qui sont engagés dans ces systèmes par les réseaux sociaux qui ont cette capacité justement à favoriser les mouvements réactionnaire. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, etc., et comment on va fuir ce dispositif et créer de nouvelles choses derrière, mais je crois qu'en fait, on commence à prendre conscience collectivement. Il y a une intelligence collective qui se crée autour de ces outils-là. Il y a quelque chose qui... Oui, mais est-ce qu'il y a... Enfin, Mais alors, la solution est pas toute faite, parce que moi je crois que, et j'ai aucune solution à donner, parce que moi je pense que la solution vient toujours de l'intelligence collective et qu'il faut penser ensemble. Mais justement, moi l'idée du bouquin, c'est juste de provoquer la réflexion sur des paradoxes pragmatiques dans lesquels on s'embarque tous, dans des domaines d'application divers et variés, et amener collectivement à réfléchir à comment on sort de ces paradoxes-là. Parce qu'en fait, c'est juste une provocation à penser. Encore une fois, c'est l'exercice qui compte plutôt que... Voilà, j'ai pas de solution toute faite à ça. Par contre, je propose un exercice de pensée collectif. Voilà, c'est juste l'idée, en fin de compte, du bouquin, c'est plutôt ça. Et derrière, oui, je donne quelques petits exemples de comment on pourrait s'agencer et s'émanciper avec l'IA. Il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'est sur les paradoxes du vote. En fait, ça serait intéressant que tu nous en touches un mot, peut-être justement, alors il y a le vieux paradoxe de Condorcet dès les problématiques autour de la Révolution française, de reconstituer, etc., une société. On avait déjà, qu'est-ce qu'on fait? On fait un suffrage universel à deux tours, déjà, et à ce moment-là, les mathématiciens avaient déjà remarqué qu'il y avait des paradoxes mathématiques si on rentrait dans ce type de dispositif, par agrégation des choix, etc. Bon, plus récemment, il y a un type qui s'appelle Kenneth Arrow qui a bossé en fait sur le vote et sur la possibilité du vote démocratique. Alors il dit en gros, très rapidement, que le vote qu'on considère démocratique est impossible. Parce que, d'une certaine manière, si on accepte les principes d'universalité, d'unanimité, de non-influence et de non-dictature, pour accepter les trois premiers, on est obligé de virer le quatrième, c'est-à-dire d'avoir un dictateur. C'est un paradoxe logico-formel, mathématique, etc., mais qui montre qu'en fait, il y a déjà dans l'agencement qu'on a fait au niveau du vote, un problème à résoudre. Bon, il y a pas mal de mathématiciens qui bossent dessus, moi je bosse pas dessus, mais je lis leurs trucs. Il y a par exemple Balansky et Laraki qui sont deux mathématiciens du CNRS qui ont écrit un bouquin pour sortir de ce type de scrutin et qui se sont inspirés des modes de vote des concours de vin. Ah oui. Je trouve ça très drôle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est au niveau du concours de vin, en fait, le problème, c'est que quand on mettait des notes, on avait toujours des vins médiocres, moyens. C'est un peu comme en politique. C'est-à-dire que... c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, eux, ils proposaient justement de partir de descriptions qualitatives pour définir après des scores. Et noter après, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, partir du qualitatif. Et là où c'est intéressant, c'est que l'IA est intéressant dans le sens où je vous rappelais l'analogisme entre maths et entre logico-mathématiques et langage. Ça, on fait très bien avec l'IA. C'est d'ailleurs c'est le début de l'IA, c'est le passer de l'un à l'autre, c'est passer du mathématique au langagier. Bon, est-ce qu'on peut pas imaginer d'un agencement où, par de l'appréciation qualitative, on arrive à faire une traduction quantitative qui donne le meilleur candidat?
c'est une idée, je sais pas si c'est faisable ou quoi, mais je m'amuse avec ça. Ou j'avais fait un article complètement farfelu dans Multitudes dont j'ai repris quelques éléments en me disant tiens, dans ce paradoxe si encore, si on mettait une IA, voilà, c'est ça. Ouais. En fait c'est drôle parce que alors on voit le paradoxe de Condorcet. On le résout dès lors qu'on enlève un candidat et qu'on dit c'était lui en fait le faussaire, et on voit qui a marqué le plus de points contre lui, donc qui a déjoué l'illusion. Bon, ça c'est une manière d'agencer pour en fait révéler le jeu d'illusion, parce que en réalité c'est ça, c'est il y a une formule, je sais plus quel auteur disait ça, enfin l'illusion c'est in lusio, c'est rentrer dans le jeu en fait en latin, hein, et donc c'est ça, c'est prendre conscience des règles et faire un jeu collectif, réinventer les règles ensemble. C'est ça en fait, le danger ça serait de rentrer dans le jeu des géants de l'IA en s'attachant à la pratique de la règle et ne plus avoir conscience de la règle et du fait qu'on peut la changer et du fait qu'on peut justement jouer avec collectivement ensemble et réinventer pourquoi pas le jeu du vote démocratique, pourquoi pas. Mais si Macron était un robot ou une IA qui prenait que les meilleures décisions, est-ce qu'on l'aimerait bien? C'est ça là. Peut-être pas. Parce on a d'autres des questions aussi. On aimerait peut-être encore plus, non?